retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité, président du Sénat, Aboubakry Ba, ainsi que nos éditorialistes Daouda Tal et Jean-Marie Bitomo. Et en adoptant un régime de change plus flexible, c'était ce 20 juin, la Banque centrale du Nigeria a manifestement pris la décision qu'il fallait. Le géant ouest-africain peut en effet désormais espérer une reprise économique au second trimestre 2016. C'est un sujet de la rédaction. La situation devenait problématique, des mesures fortes s'imposaient. En acceptant en juin 2016 de déprécier le naira, la monnaie nationale, le Nigeria a adopté une politique de change flexible. Il faut dire que dans les faits, le pays est déjà en récession. La population croît de plus de 2% par an, alors que le taux de croissance du PIB est en dessous de 2%. Le fait d'introduire un régime de change flexible, cela permet de chercher à rattraper tous les retards que l'économie a pu accumuler au cours de ces derniers mois. Je rappelle que l'économie a reculé de moins 0,4% au premier trimestre 2016, alors que le dernier trimestre 2015, l'économie était en hausse, je crois, d'environ 2,6%. Donc on voit très bien que l'économie nigériane va très mal. Et cette solution permettra peut-être de résoudre le problème de la réserve de change. Bonne nouvelle cependant, une éclaircie est annoncée durant la seconde moitié de l'année 2016. Ceci grâce à une reprise du secteur industriel, de l'agriculture et des services, mais aussi et surtout grâce à une reprise de l'investissement que devrait susciter la dévaluation du naira. L'abandon du taux de change fixe va permettre de réduire la spéculation et la thésaurisation de dollars. L'économie, qui a été étranglée à cause de la pénurie de devises étrangères, va pouvoir être animée, les emplois vont être créés et la productivité va augmenter, ce qui permettra à long terme de faire remonter le naira. Reste à espérer, selon certains observateurs, une baisse de l'inflation ou son maintien à un niveau modéré au cours des prochains mois pour une reprise économique effective dès 2017. Avant de parler de cette reprise économique, Monsieur Ba, peut-être évoquer avec vous que le Nigeria est déjà en récession. Comment le géant ouest-africain, qui est parvenu à devancer l'Afrique du Sud, en est arrivé là? Oui, je suppose que, en tout cas, il a dû subir l'impact de la baisse des prix du pétrole qui, pendant au moins un an, toute l'année qui vient de s'écouler, fin 2015 et toute la bonne partie de 2016, a connu une chute et sa principale production à l'exportation, en tout cas, c'est le pétrole. Donc ça a certainement pu jouer et peut-être d'autres aspects que je ne maîtrise pas. Mais par contre, je pense que c'est bienvenu que les autorités nigérianes pensent à rendre plus compétitive leur économie, notamment à l'exportation, en travaillant sur le taux de change et en baissant la valeur monétaire du naira, et qui permettrait, je pense, à l'économie nigériane de pouvoir doper ses importations et de pouvoir attirer des investissements parce que ce sera beaucoup moins cher de venir et la vente à l'étranger sera moins chère. Je pense que ça permettra aussi de nuancer l'impact de la baisse du prix du pétrole au Nigeria. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est la plus grosse économie de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait malheureux qu'elle soit en difficulté parce qu'après, il y a des effets d'entraînement sur les autres pays de la sous-région. Daouda, le Nigeria a mise, comme on l'a vu dans ce reportage et comme M. Ba l'a rappelé, sur une nouvelle vague d'investissements étrangers. Mais il faut rassurer ces investisseurs et cela passe inévitablement par une stabilité sécuritaire. On en revient donc à Boko Haram. Tant qu'il y aura ce groupe terroriste qui pullule dans le nord du pays, le Nigeria perdra toujours autant ses investisseurs. Tout à fait. C'est des dégâts collatéraux et de toute façon, malheureusement, on va encore sentir cet effet dans les années qui viennent. Vous savez, des crises majeures comme le terrorisme, comme les guerres, c'est des bombes à retardement pour l'économie et c'est ce qu'on est en train de constater malgré les efforts qu'il faut le rappeler, féliciter le président Buhari qui sont faits dans ce domaine. Mais je crois bien que ce sera assez difficile dans le contexte actuel parce que les investisseurs ont besoin de sécurité à la fois pour leurs biens, leur investissement, le capital et aussi pour les individus qui vont sur place. Donc bon, le Nigeria reste quand même une économie attractive d'un point de vue de sa démographie, d'un point de vue de son leadership en Afrique. Et on l'a dit, on l'a répété, je sais, il faut quand même revenir à la diversification de l'économie. Et je brosserai juste un petit élément sur le fait que, justement, on disait, voilà, le Dangote
qui a perdu un certain nombre d'argent assez colossal quand même, suite à une chute brutale, justement l'abandon du taux fixe. Et ça me fait dire, par rapport à un sujet traité précédemment, justement sur le franc CFA, contre le compte d'opération, contre la mainmise de la France sur le compte d'opération, etc. Par contre, la stabilité d'une monnaie, la parité fixe, elle a vraiment besoin d'une stabilité politique pour pouvoir fonctionner. Il suffit d'un coup d'État et la monnaie baisse, inflation, etc. Jean-Marie, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps pour la suite de l'émission. Est-ce que vous y croyez vraiment, cette reprise économique ? Je crois à la reprise économique, Amira, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça, ce sont des effets. Quand on raisonne en économie, vous avez deux dimensions. Vous avez la dimension structurelle et vous avez la dimension conjoncturelle. Ici, là, nous nous trouvons face à une dimension structurelle qui est tout à fait logique. Vu tout ce que le pays a subi, si vous voulez, l'insécurité militaire, l'insécurité financière quelque part, l'instabilité ajoutée à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le Nigeria est en train de récupérer les fonds, si vous voulez, qui se trouvent à l'extérieur, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez eu énormément de corruption, énormément de détournements, contre lesquels le nouveau président qui a été mis en place est en train de se battre. Donc, de mon point de vue, sur le court terme, ça peut paraître alarmant. On est dans la dimension conjoncturelle de la chose, mais sur le long terme, pour moi, je ne suis pas inquiet pour l'économie nigériane, pour peu qu'elle puisse se diversifier. Surtout, cette diversification-là est nécessaire. Le football béninois est en pleine crise. La justice du pays a lancé un mandat d'arrêt contre de hauts dirigeants de la fédération, la FEBEFOOT, notamment son président Anjorin Moucharafou, élu à la tête de l'organisation. C'était ce 10 juin. C'est un sujet qui nous a été préparé par Victoria Sedji. Rebondissement dans la crise à la Fédération béninoise de football. Un mandat d'arrêt a en effet été émis contre Moucharafou Anjorin, élu président de la Fédération béninoise au terme d'une assemblée générale élective controversée le vendredi 10 juin 2016. Et les membres de son bureau sont également concernés par ce mandat d'arrêt. Les membres du CONOR, comité de normalisation, et deux officiels de la FIFA, à savoir Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, et Sidi Diallo Augustin, président de la Fédération ivoirienne de football. C'est le juge d'instruction du tribunal de Porto Novo, Issoudine Ibrahim, qui a émis le mandat d'arrêt. Selon le document du tribunal de première instance de Porto Novo, les deux représentants de la FIFA sont notamment poursuivis pour opposition à l'exécution de décisions de justice et complicité d'usage de faux en écriture privée et authentique. C'est le temps aujourd'hui de voir clair dans ces machinations qui se sont orchestrées contre le Bénin depuis un certain temps. Est-ce que c'est effectivement la FIFA qui envoie ses émissaires? Est-ce que tous ces courriers qui viennent, c'est de là-bas? Est-ce que tout ce qu'on a dit de faire, est-ce qu'il faudrait voir clair dedans? Et là, je suis entièrement d'accord pour que la justice de mon pays puisse éclairer cela. Les deux représentants de la FIFA étaient présents lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football. La crise qui secoue le football béninois depuis plusieurs années s'est accentuée depuis l'élection contestée d'Anjorin Moucharafou comme président de la Fédération. Une élection qui s'était faite à la hâte alors que la FIFA menaçait le Bénin de sanctions au cas où la situation ne revenait pas à la normale au plus tard, le 12 juin 2016, date du dernier match des écureuils du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Malgré cette interdiction, le congrès électif a eu lieu. Le congrès électif convoqué a eu lieu, a été organisé par les membres du CONOR, mis en place par la FIFA, et en présence de Constant Omari et de Augustin Sidi Diallo de la Côte d'Ivoire. Et donc après cela, il y a déjà le secrétaire général de l'INAMAB, maître Michel Adiaka, qui avait donné le ton en disant que la décision de justice a été donc violée. Et ils ont même inséré ce point dans leur motion de revendication. Ils ont été reçus par le chef de l'État, mais malheureusement, ils n'ont pas été satisfaits. Pour certains analystes, la crise prend son origine depuis l'Ancien Régime. Un bras de fer entre autorités politiques, juridiques et membres de la Fédération béninoise de football. Des démêlés qui font sans doute ressurgir la question de la séparation des pouvoirs politiques et footballistiques au sein des États, une problématique qui suscite depuis plusieurs années de vives controverses en Afrique comme ailleurs dans le monde.
Jean-Marie, c'est une crise très complexe qui dure depuis quelques temps. Maintenant, on en vient même à lancer des mandats d'arrêt contre le président de la fédération. On est vraiment dans une situation grave. Il apparaît évident qu'on peut s'inquiéter pour l'avenir du football béninois. On peut s'inquiéter sur l'avenir du football béninois, mais je soulignerai d'abord un point important, Amira. Quand on parle du sport chez nous en Afrique, le sport en Afrique est un ciment fondamental et essentiel pour les sociétés. Donc, cette gestion-là ne doit pas être laissée, si vous voulez, ne doit pas être une gestion privative. J'ai posé la question sur ce plateau, à savoir, voilà une institution. Nous parlons toujours des organisations coloniales, si vous voulez, en Afrique. Moi, aujourd'hui, la FIFA, pourtant, je suis un fanat de football, j'ai moi-même joué au foot, mais quand on voit ce que la FIFA, la façon dont la FIFA veut diriger, si vous voulez, le sport en Afrique, au détriment des États africains, en oubliant que le sport n'a pas les mêmes dimensions. Il a déjà atteint, comment dirais-je, un stade où c'est une économie, l'économie du sport, si vous voulez, c'est quelque chose qui génère énormément de fonds. Mais il faut savoir que dans nos sociétés africaines, le sport est le ciment de nos différentes sociétés. Et je ne vois pas qu'est-ce qui a donné mandat à la FIFA d'aller imposer aux États africains. Le Bénin, si vous voulez, ce n'est pas la première fois. Ça a pratiquement existé dans tous les États africains. Quel est le mandat qui a été donné à la FIFA? Je veux bien que les États ont signé. Nous connaissons beaucoup de fédérations sportives dans le monde entier, mais il n'y a aucune fédération qui a une main mise, si vous voulez, sur les États africains. Spécifiquement, moi j'insiste là-dessus, sur les États africains, dans les décisions, si vous voulez, qui internes du pays. Là, le cas qui nous intéresse, on nous parle de quoi? On nous parle, si vous voulez, des agents de la FIFA qui ont détourné de l'argent du Bénin, mais ça s'est passé comment? Bon, sans présumer, si vous voulez, de ce qui se dira par la suite, mais moi je souligne quand même une chose qui est en fait, c'est qu'on parle bien des organisations coloniales qui nous ont été laissées, mais je pense que la FIFA aujourd'hui brume énormément le football africain. Et il est clair que la FIFA se dise que le football en Afrique, ce n'est pas uniquement un sport, c'est un ciment sociétal. Daouda, on a beaucoup, en tout cas Jean-Marie a donné son avis sur la FIFA. Qu'en est-il de la CAF ? Bon, la CAF... Est-ce qu'elle peut réagir? Est-ce qu'elle a un levier d'action pour résoudre le problème au sein du football béninois? Alors, c'est des organisations à des échelles différentes, bien entendu. La CAF va s'occuper, c'est l'organisation régionale africaine qui va s'occuper des compétitions africaines. Après, la FIFA est plus mondiale, bien entendu. C'est l'organe suprême, fêtière, on va dire. Maintenant, la CAF peut faire un plaidoyer, sans doute, auprès de la FIFA, parce qu'il y a quand même... en lien. Je suis d'accord avec Jean-Marie sur l'intérêt qu'apporte le foot à la fois d'un point de vue social, politique et économique en Afrique. Là où je suis moins d'accord avec mon ami, c'est sur le fait que je pense que je ne vois pas cette mainmise de la FIFA pour un petit peu détruire le foot africain. Voilà. Vous savez, Daouda, je veux vous dire une chose, c'est-à-dire on n'a qu'à compter les États africains, le Togo, le Bénin, ça se passe au Bénin, ça s'est passé chez moi au Cameroun, où la FIFA vient imposer, si vous voulez, les dispositions que les États doivent mettre en place. On va laisser Daouda terminer. On est membre de la FIFA, on a des représentants au sein de la FIFA. La FIFA fonctionne comme une association où chaque nation de foot est membre. Et donc, on a le droit de vote, on peut élire, mettons, des gens. Et d'ailleurs, très récemment, une Sénégalaise a quand même été nommée secrétaire générale de la FIFA. C'est bien une preuve qu'on est représenté dans cette organisation. Donc moi j'ai envie de dire, il y a beaucoup de problèmes dans les formations footballistiques en Afrique. Réglons les problèmes de corruption également et ça ira mieux. Et c'est fini. Puis en tout cas, on s'inquiète quand même pour les écureuils parce que le Bénin, rappelons, est encore engagé dans les éliminatoires de la CAN 2017. Le Bénin affrontera d'ailleurs le Mali au mois de septembre. On espéra que d'ici là, ce sera réglé. Vous me permettrez quand même juste de dire on sera totalement avec le Bénin et j'espère que les écuries pourront nous faire plaisir comme d'habitude. La corruption n'est pas uniquement africaine, on a vu la FIFA au niveau mondial. Oui, on l'a vu, on en a d'ailleurs parlé. Merci Monsieur Ba d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du CNAF. Merci pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous Daouda. Merci Amira, un plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous Jean-Marie. Merci Amira, bonne soirée à tous nos téléspectateurs et téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir retrouvés sur le plateau. Et merci à vous tous qui nous regardez. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain en cette semaine consacrée à l'Union africaine. En attendant, bonne soirée sur Africa 24.